Ma fille m'a accidentellement envoyé un message vocal destiné à son mari. Je l'ai écouté 2 fois. Ce que j'ai entendu sur moi m'a poussé à prendre ma voiture et à partir avec un plan qui a transformé sa vie en cauchemar. Bonjour, chers auditeurs. C'est encore Hélène. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Comme ça, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. J'avais l'habitude de penser que j'étais une femme chanceuse. Pas riche jamais, mais chanceuse de la manière qui compte. J'avais ma petite maison à Aix-en-Provence, avec les volets bleus que j'avais peints moi-même l'été après le décès de mon mari Gérard. J'avais mon jardin, mes promenades du mardi matin avec ma voisine Martine, mon cours de poterie du jeudi au centre culturel. J'avais ma fille Mélanie. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était suffisant. Plus que suffisant, en fait. Mélanie avait toujours été têtue. Même enfant, elle avait une façon de vous regarder qui vous donnait l'impression d'être évaluée et jugée légèrement insuffisante. Je mettais ça sur le compte de l'intelligence. Elle était intelligente. Je ne l'ai jamais nié. Elle a été diplômée major de sa promotion, a épousé un homme nommé Damien, qui travaillait dans la finance, a acheté une belle maison à Lyon et a eu 2 enfants, Lily et Léo, mes petits-enfants, les lumières de ma vie. Pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, nous avons eu une relation cordiale. Pas chaleureuse exactement. Mélanie n'a jamais été chaleureuse, mais fonctionnelle. Elle appelait le dimanche, venait à Noël, se souvenait de mon anniversaire. Je leur rendais visite 4 ou 5 fois par an. J'aidais avec les enfants quand c'était petits. J'apportais des gratins. J'essayais de ne pas outrepasser mes limites. Mais au cours de la dernière année, quelque chose avait commencé à changer. De petites choses au début, le genre de choses que vous remarquez, mais que vous vous persuadez immédiatement de ne pas avoir remarqué. Elle a cessé de me demander des nouvelles de ma santé. Elle a commencé à répondre à mes appels avec une voix plate et sèche, comme si j'étais un agent de recouvrement. Quand je venais, Damien disparaissait dans son bureau presque immédiatement, et Mélanie jetait des coups d'œil à son téléphone tout au long du dîner. Une fois, je l'ai entendu dire à Lily de ne pas déranger mamie avec ses histoires, mais j'étais juste là dans le couloir tenant un verre de thé glacé. Ça m'a blessée. Je ne prétendrai pas le contraire. Pourtant, je me suis dit que c'était le stress. Elle avait un travail exigeant. 2 enfants, un mari occupé. Je me suis dit que j'étais trop sensible. Puis est venu le dimanche d'octobre. J'étais assise sur ma terrasse, avec mon téléphone, attendant l'appel hebdomadaire de Mélanie. Il faisait frais. L'érable dans le jardin commençait à peine à rougir sur les bords. J'avais mon café. J'étais de bonne humeur, en fait, en pensant à une pièce de poterie sur laquelle je travaillais. Un grand vase avec une surface texturée dont j'étais particulièrement fière. Mon téléphone a vibré. Pas un appel, un message vocal de Mélanie. J'ai souri, pensant qu'elle m'avait envoyé quelque chose de gentil. Peut-être une vidéo des petits-enfants. Elle le faisait de temps en temps. C'était un de mes moments préférés. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est arrivée immédiatement, en plein milieu d'une phrase, comme si elle avait commencé à parler avant de réaliser qu'elle enregistrait. Et honnêtement, Damien, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer à faire semblant. Elle débarque, prend le contrôle de la cuisine, réarrange les choses et s'attend à ce que nous soyons tous reconnaissants. Elle est seule. Elle est collante. Et elle est épuisante. Les enfants n'aiment même pas vraiment passer du temps avec elle. Ils sont juste trop polis pour le dire.
Je l'aime, je suppose, mais elle est juste... Mon Dieu, elle est tellement pesante. Honnêtement, je redoute ces appels. Je laisse la moitié du temps aller sur la messagerie vocale et je réponds par SMS. Elle n'en a aucune idée. Elle n'a vraiment aucune idée à quel point elle est agaçante. Le message durait 53 secondes. Je l'ai écouté une fois, puis je suis restée assise, très immobile, pendant un long moment, à regarder l'érable. Puis je l'ai réécouté. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que je pensais avoir mal entendu quelque chose. Peut-être que je pensais que la deuxième écoute ferait moins mal. Ce ne fut pas le cas. Au contraire, la deuxième fois, j'ai entendu des choses que j'avais survolées la première fois. La cruauté désinvolte dans son ton, l'absence de toute hésitation, la façon dont elle a dit « je l'aime, je suppose », comme si elle décrivait un meuble légèrement gênant qu'elle ne pouvait se résoudre à jeter. Elle n'a vraiment aucune idée. J'ai posé le téléphone sur la coudoir. Mon café était encore chaud. L'érable était toujours magnifique. Rien autour de moi n'avait changé. Et pourtant, je sentais d'une manière très spécifique et silencieuse que tout était différent maintenant. J'ai pris mes clés de voiture sur la table d'appoint. Je les gardais toujours là et je me suis dirigée vers ma voiture. Je n'ai pas pris mon sac à main. Je n'ai pas laissé de mots. Je suis juste montée. J'ai reculé dans l'allée et j'ai commencé à conduire sans destination claire, avec une seule pensée se formant lentement dans mon esprit, comme la glace se forme à la surface d'un étang immobile. Elle n'a aucune idée, pensais-je. Elle a raison, elle n'a aucune idée, mais elle était sur le point de le découvrir. J'ai fini dans un relais sur l'autoroute à environ 20 minutes d'Aix. Je ne sais pas exactement pourquoi. Force de l'habitude, peut-être. Gérard et moi avions l'habitude de nous y arrêter lors de nos voyages. Je me suis assise dans une banquette d'angle et j'ai commandé un café que je n'ai pas bu et une part de tarte aux noix de pécan que j'ai à peine touchée. À la table voisine, une mère coupait une crêpe pour un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de 3 ans. Le garçon la regardait avec une adoration absolue. J'ai dû détourner le regard. J'ai passé 1 heure dans cette banquette à penser vraiment, penser d'une manière que je ne m'étais pas autorisée à faire depuis longtemps, parce que penser honnêtement à Mélanie avait toujours semblé dangereux. J'ai d'abord pensé à l'argent, car c'était la chose la plus facile à quantifier. Au cours des dernières années, j'avais donné à Mélanie et Damien une aide financière considérable. 20 000 € quand ils ont acheté la maison de Lyon comme apport personnel. 7 000 € pour une rénovation de cuisine qu'ils ont qualifiée d'urgente. Des montants plus petits, 500 € par-ci, 1 000 € par-là pour les activités des petits-enfants, pour les fournitures scolaires, pour une réparation de voiture que Damien ne voulait pas mettre à crédit. J'avais aussi accepté de manière informelle et sans contrat de laisser la maison d'Aix à Mélanie à mon décès. Nous en avions parlé il y a environ 3 ans. Elle l'avait abordé délicatement, pensait-elle bien, que j'ai remarqué le calcul derrière, et j'avais accepté parce que je voulais qu'elle soit en sécurité, parce que j'étais sa mère. J'ai sorti un petit carnet de la poche de mon manteau. J'en gardais toujours un et j'ai commencé à écrire des chiffres juste pour voir, pour rendre les choses réelles. Quand j'ai eu fini le nombre au bas de la page, m'a fait poser mon stylo très prudemment, comme s'il pouvait exploser. Au cours de la vie adulte de Mélanie, je lui avais donné ou prévoyais de lui donner de manière conservatrice près de 200 000 € sans compter les années de garde d'enfants gratuites. Sans compter les semaines où j'étais venue à Lyon pour cuisiner et nettoyer pendant qu'elle se remettait de sa deuxième césarienne. Sans compter les appels du dimanche qu'elle laissait aller sur la messagerie vocale
et auquel elle répondait par SMS. Elle est seule, elle est collante et elle est épuisante. Étais-je seule? Oui, en fait. J'avais 67 ans. J'étais veuve depuis 6 ans et je vivais seule dans une maison au volet bleu. Et certains jours, le silence dans cette maison était très fort. Était-ce un crime? Était-ce quelque chose dont on devait parler avec mépris à un mari dans un message vocal envoyé à la mauvaise personne? La peur est venue ensuite, comme toujours, lorsque la colère commence à s'adoucir sur les bords. Et si je réagissais de manière excessive, et si je la confrontais et qu'elle retournait la situation contre moi? Mélanie était douée pour retourner les situations. Elle avait une façon de restructurer une conversation jusqu'à ce que vous ne sachiez plus si le tort vous avait été fait ou si vous l'aviez causé. Je l'avais vu faire avec Damien, avec ses amis, avec ses propres enfants. Je l'avais vu faire avec moi et je l'avais laissé faire parce qu'elle était ma fille et que je voulais préserver la paix. Mais assise dans cette banquette du relais, j'ai réalisé quelque chose qui semblait à la fois simple et énorme. La paix que j'avais préservée n'était pas ma paix, c'était la sienne. J'avais géré mon propre comportement, ma propre voix, mes propres visites et appels téléphoniques et besoins pour préserver le confort de Mélanie. Et en retour, j'étais épuisante, j'étais pesante. On parlait de moi à son mari comme d'un inconvénient qu'elle tolérait noblement. Non, j'ai payé mon café intact et ma tarte à moitié mangée, et je suis restée assise dans ma voiture sur le parking pendant encore 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, j'ai pris une décision. Je n'allais pas confronter Mélanie. Pas encore, et peut-être jamais, de la manière dont elle pourrait s'y attendre. Je n'allais pas pleurer au téléphone. Je n'allais pas envoyer un SMS blessé qu'elle pourrait capturer et montrer à Damien comme preuve de mon instabilité. J'allais être très très silencieuse et j'allais faire quelques changements. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était le testament La Maison. Cette conversation d'il y a 3 ans avait été informelle. Rien n'était écrit. Mon testament actuel avait 12 ans rédigé quand Gérard était encore en vie, et il devait être mis à jour de toute façon. J'ai pensé à mon avocate, une femme gentille et précise nommée Maître Dupont, que j'utilisais depuis des années. J'ai pensé à ce à quoi un Nouveau Testament pourrait ressembler. La deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'était l'argent. Les prêts informels, parce que j'avais commencé à les considérer comme des prêts, maintenant, même s'ils avaient été donnés comme des cadeaux, étaient partis. Mais il y avait de l'argent sur un compte d'épargne que j'avais accumulé ces dernières années, mis de côté pour les besoins familiaux, ce qui signifiait principalement les besoins de la famille de Mélanie. 22 000 € sur un compte dont Mélanie connaissait l'existence. J'ai repris mon carnet et j'ai commencé à écrire pas des chiffres cette fois, des étapes. Étape 1, appeler Maître Dupont. Étape 2, revoir le compte épargne, déplacer les fonds. Étape 3, ne rien dire, pas encore. Les érables le long de l'autoroute viraient aussi au rouge, le même rouge brillant que celui de mon jardin. Je les ai regardés à travers le pare-brise un instant. Les enfants n'aiment même pas vraiment passer du temps avec elles. Celui-là allait prendre plus de temps à encaisser. Mais pour l'instant, j'avais des choses à faire. J'ai appelé le cabinet de Maître Dupont dès le lundi matin et pris rendez-vous pour le mercredi. J'ai dit à sa réceptionniste qu'il s'agissait de mettre à jour mes documents de succession. De la routine, ai-je dit. Rien d'urgent. Ce n'était pas tout à fait vrai.
Le trajet jusqu'au bureau de maître Dupont m'a fait traverser le centre-ville d'Aix, passer devant le marché où Mélanie et moi allions le samedi matin quand elle était adolescente. Elle adorait le vendeur de miel, un homme barbu nommé Karl, qui lui laissait tout goûter. Je n'y avais pas pensé depuis des années. J'ai remarqué que je pouvais y penser maintenant, sans que cette pensée n'adoucisse ma résolution, ce qui m'a appris quelque chose d'important sur où j'en étais. Maître Dupont était une petite femme d'une cinquantaine d'années, avec des lunettes de lecture qu'elle portait sur une chaîne et un bureau rempli de plantes araignées. Elle avait géré la succession de Gérard avec une telle compétence silencieuse que je lui faisais confiance depuis. Je me suis assise en face de son bureau et j'ai expliqué calmement que je voulais réviser mon testament. Je voulais supprimer l'accord informel selon lequel ma fille hériterait de la maison d'Aix. Je voulais laisser la maison à mes deux petits-enfants, Lily et Léo, à part égale en fiducie jusqu'à leurs 25 ans. Je voulais aussi formaliser un don de 15 000 € au Centre culturel d'Aix, que Gérard et moi avions toujours soutenu. Et je voulais une nouvelle procuration. Pas Mélanie comme le document actuel le désignait, mais ma voisine et amie de longue date, Martine Coleman. Maître Dupont n'a posé aucune question inutile. Elle a pris des notes. Elle a dit qu'elle aurait un projet prêt dans les 2 semaines. En sortant de son bureau sous le soleil d'octobre, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de culpabilité, pas de chagrin, mais une étrange sensation de clarté, comme si une fenêtre embuée depuis des années avait été nettoyée. Je n'ai pas appelé Mélanie ce dimanche-là. Pendant 6 ans, je l'avais appelée chaque dimanche ou attendu son appel. Ce dimanche-là, je suis allée à mon cours de poterie le matin, j'ai déjeuné avec Martine et j'ai passé l'après-midi dans le jardin à arracher les dernières annuelles de l'été. Mon téléphone a sonné à 14h14. Mélanie. J'ai regardé l'écran. Je l'ai laissé sonner. Est-ce cruel? J'y ai pensé. Je ne crois pas. Je pense que c'était pour la première fois depuis très longtemps, simplement honnête. Elle a envoyé un SMS 20 minutes plus tard. Tout va bien. Tu n'as pas répondu. J'ai répondu. Bien. Journée chargée. On se parle bientôt. La même énergie qu'elle m'avait donnée mot pour mot depuis 1 an. Elle a rappelé le mardi. J'ai répondu cette fois, j'ai fait court, j'ai dit que j'avais quelqu'un à la porte. Elle semblait légèrement déstabilisée, ce que j'ai noté sans plaisir, mais aussi sans culpabilité. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est l'appel que j'ai reçu le jeudi de l'école de mes petits-enfants. C'était le secrétariat de l'école primaire de Lily et Léo à Lyon. Ils appelaient pour vérifier. Et là, ils étaient désolés, clairement mal à l'aise. Si j'avais bien été listée comme contact d'urgence pour les 2 enfants, et si j'étais au courant que ma désignation avait été retirée de leur dossier environ 3 semaines plus tôt. Je leur ai demandé de répéter. Retirée il y a 3 semaines. Un parent avait appelé pour faire le changement. Il ne pouvait pas me dire quel parent pour des raisons de confidentialité, mais il voulait confirmer que j'avais été prévenue puisque les documents précédents m'avaient listé comme contact secondaire pendant plus de 4 ans. Je les ai remerciés, j'ai gardé une voix stable et j'ai raccroché. Je suis restée assise dans ma cuisine pendant un long moment après cet appel. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un oubli. Cela avait été fait délibérément 3 semaines avant le message vocal, ce qui signifiait que le message vocal n'était pas un accident de frustration, un mauvais jour qui avait dérapé. C'était une fenêtre sur quelque chose qui se construisait depuis un certain temps
Un processus, le retrait de l'école, probablement d'autres choses dont je n'étais pas encore au courant. Elle n'a aucune idée, pensai-je. Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? J'ai appelé Martine ce soir-là. Je ne lui ai pas tout dit, pas encore, mais je lui en ai dit assez. Je lui ai dit que j'avais des raisons de croire que Mélanie m'avait géré plus délibérément que je ne l'avais compris et que j'avais commencé à prendre des mesures pour me protéger. Martine, qui connaissait Mélanie depuis ses 12 ans et n'avait jamais dit un mot contre elle pendant tout ce temps, est restée très silencieuse un moment, puis elle a dit: «Franchement, Hélène, je suis soulagée que tu le voies enfin, enfin.» Ce mot a atterri comme une pierre dans l'eau calme. «Depuis combien de temps?» ai-je demandé. «Au moins depuis la mort de Gérard», a-t-elle dit. Je ne voulais pas être celle qui le dirait. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine le jardin sombre. L'érable était une silhouette contre le lampadaire orange. J'ai pensé à 6 ans. J'ai pensé à ce à quoi ressemblaient 6 ans de non-dit vus de l'extérieur. J'ai pris mon carnet. J'ai ajouté une quatrième étape sous les 3 premières. Étape 4. Découvrir ce qui a été changé, retiré ou décidé d'autre sans que je le sache. J'allais avoir besoin de connaître la situation complète avant de bouger à nouveau. Le testament révisé a été signé un vendredi matin de début novembre. Maître Dupont avait été minutieuse et efficace, comme toujours. Les documents étaient clairs et juridiquement solides. La maison irait à Lily et Léo en fiducie. Martine était désignée comme ayant la procuration. Le don de 15 000 € au centre culturel était formalisé en tant que legs. En rentrant du bureau de Maître Dupont, je me suis arrêtée à ma banque et j'ai transféré les 22 000 € du compte d'épargne que Mélanie connaissait vers un nouveau compte qu'elle ne connaissait pas. Un compte personnel à mon seul nom avec une nouvelle adresse e-mail associée. Le gestionnaire de compte, un jeune homme nommé Thomas, qui m'appelait Madame, avec un respect sincère, m'a aidé à le configurer en moins d'1 heure. Je suis rentrée chez moi en ressentant à nouveau cette clarté nette, comme si je retrouvais lentement la forme de ma propre vie. J'aurais dû savoir que Mélanie le découvrirait tôt ou tard. Je soupçonne que c'est Damien qui l'a remarqué en premier. C'était lui qui suivait les finances dans ce foyer, celui qui prêtait attention aux chiffres. J'avais mentionné le compte d'épargne à Mélanie lors d'une visite il y a 2 ans nonchalamment, dans le but de la rassurer sur le fait que j'avais des ressources si jamais j'avais besoin de soins prolongés. Et elle avait classé cette information comme elle classait tout silencieusement complètement pour un usage ultérieur. Un mardi soir, 9 jours après avoir signé le testament, on a sonné à ma porte. J'étais dans la cuisine en train de faire de la soupe. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et je suis allée à la porte. Mélanie et Damien se tenaient sur mon porche. Ils avaient conduit 2 heures depuis Lyon sans appeler d'abord. Mélanie avait l'air qu'elle a toujours, quand elle contient quelque chose, parfaitement composé. En surface, la mâchoire légèrement serrée, les yeux un peu trop fixes. Damien se tenait légèrement derrière elle, avec l'expression d'un homme qui avait été minutieusement briefé. «Nous devons parler», a dit Mélanie. Je suis restée dans l'embrasure de la porte. Je ne les ai pas invités à entrer immédiatement. J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée d'une manière que j'ai réalisé que j'avais cessé de faire il y a des années, parce que regarder de trop près avait toujours semblé risqué. Elle avait 41 ans. Elle portait un manteau camel et des bottes à petits talons. Elle ressemblait à une femme qui avait conduit 2 heures pour gérer un problème. J'étais le problème. «Entrez», ai-je dit.
Je suis retournée à la cuisine. Je n'ai pas proposé de prendre leur manteau. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Ma soupe mijotait sur la cuisinière. Son odeur poulet Tim. Le genre de bonne odeur qui emplit une maison semblait incongru avec ce qui se passait. Mélanie a commencé prudemment. Elle avait appris par la banque, elle n'a pas dit comment exactement qu'il y avait eu une certaine activité sur le compte. Elle était inquiète. Est-ce que tout allait bien? Est-ce que je me faisais arnaquer? Il y avait des gens qui ciblaient les femmes de mon âge, a-t-elle dit avec une sollicitude qui n'atteignait pas ses yeux. Je lui ai dit que j'allais bien. Je lui ai dit que j'avais fait quelques ajustements financiers que je jugeais appropriés. Puis Damien s'est penché en avant. Sa voix était agréable de la manière dont une chose très tranchante peut paraître lisse jusqu'à ce qu'elle bouge. Il a dit qu'il comprenait que j'étais aussi allé voir une avocate. Il a dit que les changements de plan de succession étaient le genre de choses que les familles devraient discuter ensemble. Il a dit qu'il espérait que je n'avais pas pris de décision que je pourrais regretter. Je l'ai regardé un moment. Damien, ai-je dit, comment saviez-vous que j'étais allé voir mon avocate? Il a dit que le cabinet de Maître Dupont était dans une petite ville. J'ai dit que ce n'était pas une réponse à ma question. Un silence s'est installé dans la cuisine. Dehors, une voiture est passée dans la rue. La soupe bouillonnait doucement. Mélanie a changé de tactique. Sa voix est devenue plus douce blessée. Elle a dit qu'elle se sentait exclue. Elle a dit qu'elle pensait que nous avions un accord sur la maison, sur l'avenir, et que ça la blessait de sentir que cela était reconsidéré sans explication. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour moi. Elle a utilisé le mot seul plusieurs fois, que j'étais seule, qu'elle s'inquiétait que je sois seule, qu'elle voulait être sûre que j'avais du soutien. Chaque occurrence du mot seul atterrissait comme un petit bleu délibéré. J'ai pensé au message vocal. Elle est seule et elle est collante. J'ai pensé au dossier de l'école. 3 semaines avant le message. Mélanie, ai-je dit doucement. Je sais que ce message était destiné à Damien. La pièce est devenue complètement immobile. Son visage est passé par plusieurs choses très rapidement. Le choc, le calcul, puis quelque chose qui s'est figé en une expression froide, prudente et vide. Je ne sais pas de quoi tu... Tu me l'as envoyé par erreur, ai-je dit. Un dimanche d'octobre. Je l'ai écouté 2 fois. Damien a regardé Mélanie. Mélanie m'a regardé. Aucun d'eux n'a parlé. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, ce qui n'était pas entièrement vrai, mais assez vrai. Je prends cependant des décisions différentes de celles que je prenais avant de l'entendre. C'est mon droit. Mélanie s'est levée. Sa voix, quand elle a finalement parlé, avait perdu toute trace de douceur blessée. Tu vas le regretter, a-t-elle dit pas fort doucement, ce qui était pire. Damien s'est levé aussi. Il a dit avec un sourire qui n'avait rien à faire avec un sourire que je devrais réfléchir attentivement avant de couper les ponts. Il a dit que la famille était importante. Il a dit qu'il espérait que j'étais bien conseillée. Je les ai accompagnés à la porte. J'ai dit « bonne nuit ». J'ai fermé la porte derrière eux et je suis restée dans le couloir un moment, écoutant leur voiture démarrer et s'éloigner. Mes mains étaient parfaitement stables. Mais quand je suis retournée à ma soupe, j'ai constaté que je n'avais plus faim. Je l'ai mise dans un récipient au réfrigérateur et je suis allée me coucher tôt. Pendant les 4 jours suivants, j'ai fait très peu de choses. Je suis allée au cours de poterie, j'ai marché avec Martine. J'ai regardé de vieux films que Gérard avait aimés
et que je n'avais pas réussi à me convaincre de regarder quand il était en vite. J'ai dormi plus que d'habitude. Je me suis laissée être pour un court laps de temps simplement une femme de 67 ans dans une maison au volet bleu qui avait fait quelque chose de difficile et avait besoin de s'en remettre. Le 5e jour, j'ai préparé une tasse de café frais. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon carnet et j'ai pensé à la suite. Le SMS est arrivé un mercredi matin, alors que je lavais ma vaisselle du petit déjeuner. Maman, j'ai réfléchi. Je suis désolée si la visite a semblé tendue. Je m'inquiète juste pour toi. On peut se parler cette semaine. Je t'aime. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'étais incertaine de sa signification, mais parce que je voulais être sûre de le lire correctement, de la même manière que l'on regarde un document 2 fois avant de le signer. Je suis désolée si la visite a semblé tendue. Pas je suis désolée pour ce que j'ai dit. Pas je suis désolée que tu aies entendu ce message. L'excuse portait sur mes sentiments, pas sur ses actions. Une distinction très particulière et que Mélanie avait toujours su maintenir avec expertise. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir et j'ai fini de laver ma vaisselle. Ce vendredi-là, Lily m'a appelée. Ma petite fille avait 11 ans, brillante et sensible, et entièrement innocente de ce pourquoi sa mère l'utilisait. Elle a appelé de ce qui me semblait être sa chambre. Je pouvais entendre l'acoustique particulière de ce petit espace. Et elle m'a dit que je lui manquais et m'a demandé si je viendrais bientôt lui rendre visite. Elle a dit de la manière prudente d'une enfant qui a été coachée sans le savoir qu'elle espérait que mamie et maman ne se disputaient pas parce que ça la rendait triste. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien à craindre. Je lui ai dit que je la verrais très bientôt et je le pensais. Après avoir raccroché, je suis restée assise avec ce sentiment pendant un long moment. L'utilisation de Lily était la chose qui me fatiguait le plus. Pas en colère. Fatiguée, comme quand on regarde quelqu'un faire quelque chose dont il ne réalise même pas que c'est indigne de lui. Voici ce qu'il en est du calme froid. Les gens le confondent souvent avec la froideur, le détachement, ou la cruauté, ou l'absence de sentiment. Mais ce n'est pas ce que c'est. Le calme froid est ce qui se produit lorsque vous avez ressenti la chose pleinement, le chagrin, la colère, l'incrédulité, et que vous avez pris la décision de ne pas être gouverné par cela. Ce n'est pas l'absence de sentiment, c'est un sentiment qui a été organisé. Je n'étais pas froide, j'étais organisée et je réalisais que j'apprenais encore à quel point je m'étais laissée isoler. J'avais Martine. Mais qui d'autre vraiment mon cours de poterie du jeudi? Oui. Mais j'avais toujours gardé ces amitiés agréables et légères, jamais profondes. J'avais une sœur à Brest-René de 3 ans. Ma cadette que je n'avais pas appelée depuis près de 8 mois parce que Mélanie avait toujours trouvé des raisons pour lesquelles notre relation était compliquée. De petites remarques ici et là au fil des ans qui avaient discrètement déprécié ce lien. Avais-je remarqué que cela se produisait à l'époque? J'ai fouillé ma mémoire honnêtement en partie. J'avais remarqué et je m'étais dit que je n'étais pas charitable. J'ai appelé René ce samedi-là. Nous avons parlé pendant 2 heures et demie. Elle a pleuré à un moment donné, ce qui était inhabituel pour elle. Elle a dit qu'elle avait pensé que j'étais en colère contre elle. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère contre elle, que je n'avais pas été en colère contre elle, et que j'étais désolée pour le silence. Elle a dit qu'elle était juste contente que j'ai appelé. Après avoir raccroché, j'ai appelé la directrice du centre culturel d'Aix, une femme nommée Gloria Marsh, que j'avais rencontrée grâce aux legs que Maître Dupont était en train de traiter pour discuter des détails du don. Gloria était chaleureuse pratique
et absolument ravie. Et à la fin de notre conversation, elle m'a invitée à rejoindre leur groupe consultatif de bénévoles qui se réunissait le premier lundi de chaque mois. J'ai dit oui. Puis sur une impulsion, je suis allée à mon cours de poterie du jeudi 2 jours plus tôt, un mardi, parce qu'ils avaient des heures d'atelier libre dont je n'avais jamais profité. Il y avait 6 personnes que je connaissais à moitié. À la fin de la soirée, j'avais prévu de déjeuner avec l'une d'elles, une enseignante à la retraite nommée Hélène, qui avait un sens de l'humour pince sans rire et fabriquait des bols extraordinairement beaux. Étais-je en train de construire quelque chose? Oui, je construisais quelque chose que j'aurais dû construire depuis des années, mais que je n'avais pas fait parce que j'avais dirigé l'énergie de cela vers une fille qui trouvait cela épuisant. J'avais 67 ans. J'avais de belles années devant moi et j'avais l'intention de les remplir bien. Mélanie a de nouveau envoyé un SMS le dimanche. Maman, s'il te plaît, je veux vraiment qu'on parle. J'ai répondu, je sais, je te contacterai quand je serai prête. Et puis j'ai mis le téléphone dans mon sac et je suis allée au restaurant chinois préféré de René, un endroit où je n'étais jamais allée parce qu'elle me l'avait décrit avec tant de détails pendant notre appel que j'avais l'impression de le connaître déjà. Et je voulais savoir si elle avait raison. Elle avait raison. Ils sont venus un dimanche après-midi de fin novembre, et cette fois, ils ont amené les enfants. J'ai entendu la voiture dans l'allée depuis la fenêtre de ma cuisine. Je les ai vus tous les 4 sortir. Damien en pull du week-end, Mélanie avec son manteau camel à nouveau, Lily courant vers ma porte, Léo traînant un peu les pieds à la manière d'un garçon de 9 ans qui préférerait être n'importe où avec un écran. J'ai regardé un moment avant d'aller à la porte. Était-ce un calcul d'amener les enfants? Bien sûr que oui. Était-il aussi possible qu'une partie de Mélanie veuille sincèrement arranger les choses? Possiblement. Les êtres humains agissent rarement pour une seule raison, mais j'avais passé assez de temps à y réfléchir pour savoir que possible n'était pas la même chose que suffisant. J'avais aussi passé la semaine précédente à relire la transcription du message vocal que j'avais tapé pour moi-même le lendemain de l'avoir entendu. Les 53 secondes mot pour mot. Et ce document avait un effet clarifiant chaque fois. J'ai ouvert la porte. Lily m'a sauté à la taille avec l'amour non calculé d'une fillette de 11 ans et je l'ai serrée fort parce que c'était réel quoi qu'il se passe d'autre. Nous sommes entrés. J'ai fait du chocolat chaud pour les enfants du café, pour les adultes. Nous nous sommes assis dans le salon, Mélanie et Damien sur le canapé, moi dans le fauteuil que Gérard et moi avions acheté dans une vente aux enchères l'année de notre mariage. Lily s'est blottie à côté de moi sur le bras du fauteuil. Léo a eu la permission de jouer sur une tablette à la table de la cuisine pendant les 30 premières minutes. C'était presque agréable. Damien a parlé de son travail de la manière vague dont il le faisait toujours. Lily m'a montré un dessin qu'elle avait fait. Mélanie a posé des questions sur mon cours de poterie avec ce qui semblait être un intérêt sincère. J'ai répondu calmement, sans chaleur et sans froideur, parce que Lily regardait. J'étais consciente tout le temps de la performance sous la performance. La mise en scène soignée de la normalité, comme un décorateur arrangeant des meubles pour suggérer un foyer plutôt que d'en construire un. Puis les enfants se sont éloignés. Lily à la cuisine, avec Léo Damien sur son téléphone. Et Mélanie et moi étions seuls. Elle a commencé doucement. Elle a dit qu'elle comprenait qu'elle m'avait blessée. Elle n'a pas dit comment, ni avec quoi spécifiquement,
juste qu'elle comprenait qu'il y avait eu de la peine de la manière passive qui localise la douleur, sans accepter la responsabilité de l'avoir causée. Elle a dit qu'elle voulait que nous revenions à ce que nous étions. J'ai pensé que ce que nous étions était un endroit où je donnais librement et où l'on parlait de moi avec mépris. Je n'ai pas dit cela. Elle a dit qu'elle s'inquiétait des décisions que j'avais prises. Elle a utilisé des guillemets avec les doigts à peine perceptibles, qu'elle ne reflétait peut-être pas ce que je voulais vraiment. Elle a dit que le deuil pouvait faire des choses aux gens. Elle a dit qu'elle avait une amie thérapeute. Elle a nommé une femme que je ne connaissais pas spécialisée dans les adultes plus âgés, naviguant la perte et le changement, et elle pensait que ce serait utile pour moi de parler à quelqu'un. Voilà. L'implication était douce et très soigneusement construite. Les changements que j'avais faits n'étaient pas n'étaient pas le produit d'un jugement sain. C'étaient des symptômes. J'étais en deuil. J'étais isolée. Je n'étais peut-être pas tout à fait moi-même. Les décisions, le testament, les comptes, l'avocate pourraient alors être comprises non pas comme des choix délibérés et légitimes, mais comme les actions confuses d'une femme qui avait besoin de conseils de préférence les siens. C'était, pensais-je, une construction élégante, le genre de choses qui sonne comme de l'attention et fonctionne comme une cage. Je ne suis pas confuse, Mélanie, ai-je dit. Elle a penché la tête. Je sais que tu ressens ça, maman. Il y avait quelque chose dans cette réponse, sa douceur particulière, le refus doux d'accepter mon auto-évaluation comme valide. C'était, ai-je réalisé la chose la plus condescendante qu'elle m'ait jamais dite, plus condescendante que le message vocal à sa manière. Le message avait été négligent. Ceci était délibéré. Damien est revenu de son téléphone. Il s'est assis et a dit d'un ton conversationnel qu'il voulait être transparent. Il s'était renseigné sur la validité juridique des accords informels concernant la propriété et il pensait que je devrais savoir que si mes intentions envers la maison avaient été rendues explicites au fil des ans, dans des lettres, des emails, des conversations dont d'autres avaient été témoins, il pourrait y avoir une base pour une réclamation. Je l'ai regardé. Es-tu en train de me dire que tu envisages de me poursuivre en justice pour ma maison? Il a écarté les mains. Ni un oui, ni un non. Je dis que les situations familiales peuvent devenir compliquées quand les gens prennent des décisions à la hâte. L'avocate m'a jugée tout à fait compétente, ai-je dit. Elle est tenue d'évaluer cela avant d'exécuter des documents de ce type. Un petit silence. Dehors, une voiture est passée dans la rue. La lumière d'hiver à travers les fenêtres était faible et plate. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais été assise dans cette même pièce avec ces deux mêmes personnes, dans combien de configurations de la même conversation, et combien de fois j'avais permis que la conversation se termine en leur faveur, parce que j'avais peur de ce qui arriverait si elle ne le faisait pas. Puis la voix de Mélanie a de nouveau changé. La douceur avait disparu, pas de façon spectaculaire. Elle n'a pas élevé la voix, mais elle avait disparu. Elle a dit qu'elle en avait assez d'être traitée comme une méchante. Elle a dit qu'elle avait passé des années à s'inquiéter pour moi, à s'accommoder de moi, à gérer une relation qui, franchement, lui prenait plus que je ne le comprenais. Elle a dit qu'elle avait des besoins, elle aussi. Elle a dit que quoi que je pense avoir entendu dans ce message, je l'avais complètement sorti de son contexte. Quel contexte, ai-je demandé? Retire les dossiers de l'école. Elle est devenue très immobile. 3 semaines avant que tu m'envoies ce message, ai-je dit. Tu m'as retiré comme contact d'urgence de l'école de Lily et Léo. J'ai découvert ça accidentellement par le secrétariat de l'école.
Quel contexte s'applique à cela? Damien a posé sa main sur le bras de Mélanie, ce qui était la chose la plus révélatrice qu'il ait faite de tout l'après-midi. Mélanie s'est levée. Elle a dit qu'il me laisserait un peu de temps pour réfléchir. Elle a dit qu'elle espérait que je considérerais ce que je faisais à notre famille. Elle a dit que Lily m'aimait et que ce serait dommage. Elle a utilisé ce mot dommage si mes décisions affectaient la relation des enfants avec moi. C'était la menace, habillée de tristesse et d'inquiétude, mais une menace. Et elle était destinée à atterrir à un endroit particulier. L'endroit en moi qui aimait ses enfants plus que je ne pouvais le mesurer. Elle savait exactement où viser parce qu'elle me connaissait depuis 41 ans. Ils ont appelé les enfants, ont dit qu'ils devaient repartir. Lily m'a serré dans ses bras pendant un long moment et m'a demandé quand elle me reverrait. Je lui ai dit bientôt. Je lui ai embrassé le sommet de la tête. Léo m'a fait un câlin de côté et est allé à la voiture. Mélanie m'a embrassé la joue, le geste le plus impersonnel imaginable. Et ils sont partis. J'ai fermé la porte et je suis restée dans le couloir. Avais-je peur? Oui, brièvement, sincèrement peur. La mention d'une action en justice, même présentée comme de la transparence, et non comme une menace, était conçue pour m'effrayer. Le contrôle implicite sur l'accès aux petits-enfants était conçu pour m'effrayer. Tout avait été très soigneusement conçu. Mais ensuite, j'ai pensé au bureau de maître Dupont. J'ai pensé au projet que j'avais signé. J'ai pensé à Thomas, à la banque, qui avait confirmé que mon nouveau compte était correctement structuré. J'ai pensé au nom de Martine sur la procuration. J'ai pensé à la voix de René au téléphone disant « Je suis juste contente que tu aies appelé ». J'ai pensé à toutes les choses que j'avais mises en place tranquillement et méthodiquement au cours des semaines précédentes. Je n'avais pas agi à la hâte. J'avais agi avec soin légalement avec des conseils professionnels. La peur était réelle et elle est devenue presque immédiatement du carburant. C'est René qui m'a donné l'idée de la réunion. Nous parlions début décembre. Nos appels étaient devenus hebdomadaires, à ce moment-là longs et faciles comme ils l'étaient quand nous étions jeunes. Et je lui ai tout raconté. Le message vocal, les dossiers de l'école, la visite avec les enfants, la suggestion de Damien sur les réclamations légales. Renée, qui avait été assistante juridique pendant 20 ans avant de prendre sa retraite, a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit « Hélène, tu dois mettre tout ça au même endroit et leur faire voir que tu le vois. » Pas dans une lettre en personne. J'y ai réfléchi pendant une semaine. Puis j'ai appelé Mélanie et je lui ai dit que j'aimerais que nous nous asseyions tous ensemble, elle, Damien et moi, pour aborder certaines choses. J'ai dit que je pensais que ce serait mieux que des allers-retours continus. J'ai dit que je viendrais à Lyon s'il préférait. Mélanie a accepté avec une promptitude qui m'a dit qu'elle pensait que c'était une reddition. C'était un samedi, le deuxième week-end de décembre. J'ai conduit jusqu'à Lyon. La maison était décorée pour Noël. Une couronne sur la porte, un sapin visible par la fenêtre de devant. Normal, ordinaire, charmant. J'avais aidé à décorer cette maison les années passées. J'avais porté des boîtes de décoration depuis leur cave démêler des guirlandes sur le sol de leur cuisine et bu du vin chaud, pendant que Lily plaçait l'ange au sommet avec une grande cérémonie. Ces souvenirs existaient. Ils étaient réels. Et ils ne changeaient pas ce qui était également réel. J'avais demandé à Martine de savoir où j'allais
et d'attendre un appel de ma part avant 17 heures, au cas où. C'est le genre de chose à laquelle on pense quand on a 67 ans et qu'on fait quelque chose qui demande du courage. Mélanie m'a fait entrer. Damien était déjà dans le salon assis dans un fauteuil, avec une décontraction étudiée qui me disait qu'il était en position depuis un moment. Les enfants étaient chez un ami, ce qui était à la fois approprié, et je le soupçonnais délibéré. Nous nous sommes assis. Mélanie a proposé du café. J'ai refusé. Elle était de nouveau dans son mode prudent et composait la mâchoire légèrement serrée et les yeux fixes. Damien avait l'amabilité lisse d'un homme qui avait préparé des remarques. Je suis contente que nous fassions ça, commença Mélanie. Laisse-moi commencer, si tu veux bien, ai-je dit. Une légère pause. Je l'ai vue se recalibrer. Un petit ajustement rapide derrière les yeux comme un appareil photo qui refait la mise au point. Elle n'était pas habituée à ce que je prenne la parole en premier. J'avais apporté un dossier pas épais, juste quelques pages. Je l'ai posé sur la table basse entre nous. Le dernier dimanche d'octobre, tu m'as envoyé un message vocal par erreur, ai-je dit. J'en ai gardé une copie. Je ne vais pas le jouer, mais je veux que tu saches qu'il existe et que j'ai documenté son contenu. La bouche de Mélanie s'est resserrée. 3 semaines avant ce message, tu m'as retiré comme contact d'urgence de l'école de Lily et Léo. J'ai une confirmation écrite de cela du secrétariat de l'école avec la date. Damien s'est agité sur sa chaise. Quand tu es venu chez moi en novembre, Damien, tu as suggéré qu'il pourrait y avoir des motifs légaux pour une réclamation sur ma propriété sur la base d'intentions exprimées au fil des ans. J'ai examiné cette question avec mon avocate. Il n'y a aucune base de ce type. Aucun accord écrit n'existe. Aucun contrat verbal attesté et mon testament actuel signé et légalement exécuté reflète mes souhaits réels et réfléchis. Maître Dupont est prêt à confirmer ma pleine compétence au moment de la signature. La pièce était très silencieuse. Dehors, quelque part, dans la rue, des enfants jouaient. Je pouvais entendre leur voix faiblement claire et reconnaissable. Le contraste avec le silence de ce salon était saisissant. Je ne suis pas ici pour me battre, ai-je dit. Je suis ici pour être claire. Les changements que j'ai faits sont permanents et légaux. Ils ne sont pas des symptômes de deuil ou de confusion. Ce sont les décisions d'une personne qui a finalement eu assez d'informations pour les prendre. Mélanie a parlé. Sa voix était contrôlée, mais je pouvais entendre ce qu'il y avait en dessous. Pas le chagrin, pas la culpabilité, mais la fureur particulière de quelqu'un dont le plan ne fonctionne pas. Tu me punis pour une conversation privée que j'ai eue avec mon mari. J'ajuste ma vie en fonction des informations que j'ai reçues, ai-je dit. J'ai le droit de le faire. Vous aviez un accord sur la maison. J'ai eu une conversation informelle sans rien d'écrit que j'ai tout à fait le droit de reconsidérer. Tu es vindicative. Je suis précise. Damien est intervenu, sa voix plus dure, maintenant la surface agréable complètement disparue. Tu vas nuire à ta relation avec tes petits-enfants à cause de ça. Tu comprends ça. Et voilà, sorti du meuble en bois poli, où il avait été rangé, finalement utilisé comme l'arme explicite qu'il avait toujours été destiné à être. Il avait été plus prudent avec cela dans les conversations précédentes, l'avait gardé enveloppé de suggestions. Maintenant, il l'avait posé nu sur la table entre nous, et je pense qu'il a immédiatement su, d'après ce qu'il a vu sur mon visage, qu'il avait fait une erreur. Je l'ai regardé très fixement. Damien Lily m'a appelé parce qu'elle m'aime. Léo m'a fait un câlin sur le porche le mois dernier parce qu'il m'aime. L'amour des enfants n'est pas un instrument financier. Je leur fais confiance pour me connaître.
Nous contrôlons leurs emplois du temps, a-t-il dit. Mélanie a posé sa main sur son bras. Le même geste qu'il avait utilisé pour l'arrêter en novembre, inversé maintenant. Elle lui disait qu'il était allé trop loin, mais il était trop tard. L'été. On ne peut pas désavouer une chose pareille. Cela avait été dit dans cette pièce avec la lumière de décembre entrant par la fenêtre et un sapin de Noël dans le coin. Et nous savions tous les trois ce que c'était. Je n'avais pas prévu de dire la chose suivante, mais j'y avais pensé, et c'est sorti calmement. J'ai parlé avec un avocat en droit de la famille des droits de visite des grands-parents en France, ai-je dit. C'était une conversation informative. J'espère qu'elle restera informative. Le changement dans la pièce était presque physique. L'amabilité lisse de Damien s'est fissurée sur les bords. Mélanie est devenue un peu plus pâle. La confiance facile qu'ils avaient apportée dans la pièce, la confiance de personnes qui croient avoir affaire à quelqu'un de gérable, avait disparu. Et ce qu'il y avait en dessous n'était pas attrayant. « Tu es sérieuse ?» a-t-elle dit. Pas une question. « J'ai toujours été sérieuse », ai-je dit. J'ai été sérieuse tout ce temps. Je pense que l'erreur était de supposer que je ne l'étais pas. Ils ont parlé l'un sur l'autre un moment. Damien disant quelque chose. Sur l'abus de pouvoir Mélanie, disant quelque chose sur la blessure. Leur voix se superposant à la manière des gens qui ont perdu leur script. J'ai attendu. Je n'ai pas interrompu. J'ai laissé la chose s'épuiser d'elle-même. « Je t'aime, Mélanie », ai-je dit quand le calme est revenu. Je t'ai aimé chaque jour de ta vie, mais je ne vais pas vivre dans une version de notre relation qui exige que je sois reconnaissante pour le mépris. Cette version est terminée. J'ai pris mon dossier. Je me suis levée. J'ai regardé ma fille, son visage, l'effort que cela lui coûtait de maintenir le sang-froid qu'elle avait toujours porté comme une seconde peau. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas le triomphe et pas le chagrin, mais une sorte de tristesse pour ce que nous aurions pu être à côté d'une certitude claire et absolue que j'avais fait la bonne chose. J'espère que nous pourrons faire mieux, mais cela dépend de vous, pas de moi. Je suis rentrée de Lyon en début de soirée dans le noir. Les lumières de l'autoroute défilant de la musique de Noël à la radio que je n'ai pas éteinte, même si cela semblait un peu étrange. Au moment où j'ai atteint Aix, la peur que j'avais portée pendant des semaines avait été remplacée par quelque chose que je ne pouvais décrire que comme une grande et nette fatigue. Une bonne fatigue, celle qui vient après le travail, pas la défaite. Je suis restée assise dans mon allée quelques minutes avant d'entrer. Les volets bleus étaient sombres dans la lumière du soir et l'érable était nu maintenant ses branches nettes et précises contre le ciel. J'ai pensé, j'ai planté cet érable avec Gérard l'année où nous avons emménagé. C'était un jeune arbre alors. J'ai pensé aux choses qui sont plantées de bonne foi et qui grandissent en elles-mêmes au fil des décennies, et j'ai pensé que c'était ce que je faisais maintenant, à 67 ans, ce qui n'était pas trop tard. Maître Dupont m'a appelé le lundi. Elle avait reçu une demande d'un avocat de Lyon au nom de Damien. Et Mélanie, il s'est avéré concernant les révisions de la succession. Elle l'a géré avec sa précision habituelle, ce qui d'après son ton signifiait efficacement et complètement. Il n'y avait aucune base pour une contestation. Les révisions étaient solides. Ma compétence était documentée. La conversation informelle sur la maison, qui n'avait jamais été attestée, n'avait aucune valeur juridique, a dit Maître Dupont, sans faire de commentaire. Ce n'était pas une femme à commentaire.
Cela semblait être la fin de l'affaire d'un point de vue juridique. Je l'ai remerciée et j'ai envoyé un petit poinsettia à son bureau, pour lequel elle m'a remercié par SMS en disant qu'il était très joli. La suggestion de Damien sur les réclamations légales avait été, comme je le soupçonnais, un bluff. Un bluff bien habillé d'un homme qui travaillait dans la finance et était habitué à utiliser le langage des conséquences pour orienter les résultats. Mais les mots ne sont pas des actes, et l'intimidation qui trouve un adversaire préparé a tendance à s'effondrer silencieusement. J'avais été préparé. C'était tout l'enjeu. Chaque pas que j'avais fait depuis ce dimanche d'octobre, l'avocate les compte. La documentation, les conversations avec Martine et René avaient été une préparation, pas une vengeance. Préparation. L'école a reçu un appel de ma part peu de temps après pour demander à être réintégrée comme contact d'urgence pour Lily et Léo. L'école, après un bref processus de vérification et une communication avec Mélanie qui, m'a-t-on dit, a été résolue sans détail, m'a réintégrée en une semaine. La très gentille coordinatrice administrative m'a dit que le changement précédent avait apparemment été fait par erreur. Elle a dit cela avec une neutralité diplomatique. Je l'ai accepté de la même manière. Les artésiennes victoires n'ont pas besoin d'être nommées à voix haute pour être réelles. Gloria Marsh, du Centre culturel, a officiellement accusé réception de mon legs dans une lettre que j'ai encadrée et accrochée au mur de mon bureau, à côté d'une photographie de Gérard. Elle avait sa place là. Elle semblait appartenir à cet endroit. Le legs n'était pas une question d'argent exactement bien que 15 000 euros, soit 15 000 euros. C'était le fait que j'avais choisi où mes ressources allaient délibérément et avec amour vers quelque chose qui avait du sens pour moi. Ce choix avait été le mien. C'est ce que la lettre encadrée me disait chaque matin quand je passais devant. J'ai rejoint le conseil consultatif des bénévoles. La première réunion était bondée, chaleureuse et pleine de gens qui s'intéressaient aux mêmes choses que moi. À la table du café, après un homme nommé François, qui restaurait des meubles anciens comme passe-temps, m'a interrogé sur mon travail de poterie, et nous avons parlé pendant 40 minutes. Je suis rentrée chez moi en souriant d'une manière qui ne semblait pas forcer, ce que j'ai noté avec une gratitude silencieuse. Renée est venue me rendre visite pendant une semaine début janvier. Elle a dormi dans la chambre d'amis qui servait principalement de débarras depuis la mort de Gérard et que j'avais discrètement transformée au cours des semaines précédentes en une vraie chambre à nouveau. Du linge de maison, frais, une lampe à lumière chaude, un petit tableau que j'avais toujours aimé sur le mur. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte quand je lui ai montré et de rester silencieuse un moment. Elle a dit que c'était magnifique. Elle a dit que ça ressemblait à une chambre qui attendait quelqu'un. J'ai pensé que c'était tout à fait exact. Pendant la semaine, nous marchions le matin. Le dernier soir où elle était là, nous nous sommes assises sur la terrasse, avec du vin, et avons parlé jusqu'à plus de minuit, comme nous le faisions quand nous étions filles partageant une chambre. Les voix basses dans le noir, résolvant les problèmes du monde. De Mélanie, il y avait le silence. Pas le genre hostile, plutôt le silence de la recalibration de quelqu'un qui a joué plusieurs coups et n'en a trouvé aucun efficace et qui reconsidère l'échiquier. Je n'ai pas rempli le silence de réconfort. J'avais passé des années à remplir des silences que je n'avais pas créés. L'impulsion était toujours là, profondément ancrée par des décennies. Mais je la reconnaissais maintenant pour ce qu'elle était, et je la laissais passer. Elle a appelé fin janvier, un dimanche, l'ancien rythme, et j'ai répondu.
La conversation a été courte et prudente des deux côtés, comme deux personnes parlant à travers une surface encore fragile. Elle m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'allais bien. Elle a mentionné que Lily avait demandé de mes nouvelles. J'ai dit que j'adorerais voir Lily, et nous avons fait un plan vague pour une visite en février. La visite a eu lieu. Lily est venue seule avec Mélanie sans Damien, ce qui m'a semblé un choix de la part de Mélanie que j'ai noté, mais sur lequel je n'ai pas commenté. Nous sommes allés au marché. Lily a goûté le miel de Karl. Oui, il était toujours là, toujours barbu, toujours généreux avec les échantillons, et j'ai regardé ma fille regarder sa fille. Et pendant un instant, quelque chose sur le visage de Mélanie était simplement humain sans garde, comme elle l'était quand elle était petite. Debout dans la lumière d'hiver entre les étals des vendeurs avec Lily se hissant sur la pointe des pieds pour essayer une deuxième variété de miel. Mélanie ressemblait presque à quelqu'un que je reconnaissais d'il y a longtemps. Je ne lui faisais pas encore confiance, mais je l'ai vue et je l'ai gardée soigneusement à l'endroit où je rangeais les choses qui méritaient d'être surveillées. Léo m'a appelé la semaine suivante, sans aucune incitation pour me parler d'un exposé qu'il avait fait sur Benjamin Franklin, qu'il avait découvert être en fait un peu bizarre et intéressant. Je lui ai dit que j'étais tout à fait d'accord. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Quand nous avons raccroché, je suis restée assise un moment avec le téléphone à la main, pensant à ce que cet appel m'avait fait ressentir. Facile, chaleureux et tout à fait normal. Et j'ai pensé que c'était ce que ça aurait toujours dû être. Ce n'étaient pas les fruits de la reddition. C'étaient les fruits de la clarté d'une femme qui avait finalement décidé ce qu'elle était et n'était pas prête à accepter, et qui avait agi sur cette décision avec une base légale, une stabilité émotionnelle et l'utilisation complète de son propre esprit capable. Je n'avais pas détruit ma famille. Je l'avais restructurée autour de la vérité au lieu de la performance. Et si c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, c'était aussi de loin la plus utile. L'automne suivant ma vie était devenu quelque chose que je reconnaissais avec plaisir, plutôt qu'avec résignation. J'étais au conseil consultatif du centre culturel et j'avais aidé à obtenir une petite subvention régionale plus satisfaisant que je ne l'aurais prédit. Hélène, l'enseignante à la retraite, était devenue une véritable amie. Nous avions maintenant des déjeuners fixes le jeudi. René est venu me rendre visite 3 fois cette année-là, et je suis allée à Brest une fois. La première fois en 4 ans, j'ai marché sur la côte, j'ai mangé des fruits de mer et je me suis sentie très simplement moi-même. François, qui restaurait des meubles, m'avait invitée à une conférence à l'université, puis à 2 autres choses après ça. Je n'étais pas encore sûre de ce que c'était et je n'étais pas pressée de décider. Ma poterie s'était nettement améliorée et j'avais vendu 3 pièces dans une galerie locale. La maison au volet bleu me semblait entièrement mienne, d'une manière qu'elle n'avait été que partiellement auparavant. Ce qui se passait à Lyon, je l'apprenais par bribes par Lily, qui parlait librement par les appels occasionnels de Léo par René. Les finances de Damien étaient moins stables qu'auparavant. Il y avait eu des difficultés dans son entreprise. Lily a dit: Papa a été beaucoup à la maison, d'un ton qui contenait sa propre information. La grande maison de Lyon avait une grosse hypothèque, et le prêt pour la rénovation de la cuisine, en plus de ma contribution, il s'est avéré, été tiré pour plus que ce que la rénovation exigeait. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à ce sujet. Ce que j'ai ressenti, c'est la reconnaissance silencieuse que la cause et l'effet sont réels, et que les stratégies qu'ils avaient pratiquées sur moi, ils les avaient probablement pratiquées ailleurs aussi. Mélanie appelait plus régulièrement maintenant,
et avec plus d'honnêteté. Elle a dit une fois doucement qu'elle était désolée sans préciser pourquoi. L'excuse n'était pas suffisante pour tout, mais le fait qu'elle l'ait offerte était la chose la plus honnête qu'elle ait faite depuis des années. Les petits-enfants étaient constants et adorables. Lily a passé un long week-end à apprendre la poterie avec une grande concentration, très peu de succès et une énorme satisfaction. Léo empruntait les livres de Gérard deux par deux, les rendant pressés et soignés comme des livres de bibliothèque. Un mardi d'octobre, exactement un an après que l'érable ait été rouge et que j'ai écouté un message vocal 2 fois sur ma terrasse, je me suis assise au même endroit avec mon café. L'érable était de nouveau rouge. Une année est une chose complète. Pas d'appels manqués, pas de messages vocaux en attente, pas de silence que j'étais responsable de combler. Le café était bon. Le matin était frais calme et entièrement à moi. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de l'histoire d'Hélène, c'est ceci. L'information est un cadeau même quand elle arrive par accident. Ce message vocal était 53 secondes de cruauté. C'était aussi 53 secondes de vérité dont j'avais besoin depuis des années. Je ne suis pas devenue cruelle, je ne suis pas devenue vindicative, je suis devenue claire. Nous nous apprenons à endurer ce que nous croyons devoir endurer. Mais l'endurance sans examen n'est qu'un autre mot pour une perte lente. Qu'auriez-vous fait si vous aviez écouté ce message 2 fois et que vous étiez resté assis avec lui dans le silence qu'auriez-vous décidé? J'adorerais le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous. Et si l'histoire d'Hélène vous a touché, partagez-la. Quelqu'un quelque part pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Cela signifie plus que vous ne le pensez.